Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Adjara. Je remercie le musée de Shanghai de son invitation. Je suis très honoré d'être avec vous ce soir et de partager cette conférence avec vous. Je remercie Madame Jin Yonglong qui va aimablement traduire ce que je vais dire. Une dizaine de questions. En fait, ce ne sera pas une dizaine de questions. Il s'agit plutôt de reprendre en quelque sorte L'idée, c'était de reprendre un questionnaire. J'avais eu 30 questions sur qu'est-ce que c'est que le travail de commissaire, qu'est-ce que c'est que la réalisation d'une exposition, quelle est la signification d'une exposition. Alors, je ne réduirai pas ces 30 questions à 10 questions, hein, mais par contre, tout ça tiendra en 50 pages de PPT. Je m'y engage. Oui, parce qu'en fait, j'ai décidé, après les performances aussi brillantes de M. Komar, M. Dongqiang ou M. Schwartz, qui ont vraiment traité des sujets académiques, de ne pas traiter avec vous ce soir un sujet académique du genre les dieux dans les tableaux du XVIIe siècle. Non, ce n'est pas mon sujet ce soir. Ce dont je veux parler avec vous ce soir, mon sujet, c'est l'exposition elle-même. Qu'est-ce que c'est que le travail de commissaire? C'était la première question qui me venait et qu'on me posait souvent. Qu'est-ce que fait un commissaire? Ben voilà à quoi j'étais confronté. Vous voyez l'image, c'est un peu comme un écrivain et sa page blanche. On est devant une page blanche. Que faire? Cette page blanche n'est pas tout à fait blanche. La page blanche, c'est symboliquement, c'est la salle, c'est le plan de la salle de l'exposition vide. Ben, c'est ça la page blanche du commissaire. Évidemment, c'est angoissant, je peux vous le dire. On a peur, comme l'écrivain devant sa page blanche. Mais plutôt que la comparaison avec un écrivain, c'est plutôt, je pense plutôt un commissaire, c'est un peu comme ce qu'on appelle un réalisateur de film, un directeur, comme on dit en anglais. Pourquoi? Parce que si une exposition c'est un film, c'est le commissaire qui fait le scénario du film, qui fait le casting des acteurs, qui fait la mise en scène, qui tourne le film, qui fait le montage du film, jusqu'à la sortie du cinéma en salle, qui s'occupe après, qui reçoit les critiques et la réception du public. Et en fin de compte, on est à ce point-là. Comme l'exposition a été ouverte, donc c'est comme le film qui a été projeté en salle. Alors, je parlais de casting, évidemment. Alors, comme un réalisateur, et faisant un film, un commissaire qui fait l'exposition, il veut de grandes œuvres. Il faut avoir des stars, des vedettes. Vous verrez, je continue, à plusieurs reprises, j'utiliserai cette métaphore du cinéma. Et vous verrez que trouver de grands acteurs pour faire un grand film, c'est pas facile. De manière un peu plus sérieuse, le mot fabriquer est un mot intéressant. On parle de fabriquer une exposition. J'aime beaucoup ce nom de fabrique de l'exposition, fabriquer. Henri Bergson disait, à propos, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Le philosophe Henri Bergson disait, l'intelligence, c'est la faculté de fabriquer des objets artificiels. Eh bien, une exposition, c'est un objet artificiel. C'est-à-dire donner une réalité matérielle à une idée, c'est-à-dire faire qu'une idée devienne une réalité matérielle. C'est ça une exposition. Que cette réalité matérielle, donc cette exposition, porte aussi une vision. La vision, c'est plus qu'une idée. Une vision, ça peut être comme une idéologie, par exemple. Mais c'est aussi l'inverse, en quelque sorte. C'est que cette vision matérielle elle-même suggère et nous amène à une idée ou à une vision. Évidemment, quand je dis ça, c'est vraiment quand on a affaire, on en reparlera, quand on a affaire à des œuvres telles qu'on les voit sur cette image, c'est la question qu'on peut se poser. Ça apporte quelque chose de très fort. Alors, de manière plus profonde, on touche à la vision occidentale de l'art. Une œuvre d'art, c'est ce qu'on appelle l'image, l'icône, dans sa réalité matérielle, elle pointe du doigt une réalité supérieure. Ça touche à Platon, la caverne, l'icône, avec sa dimension spirituelle ou religieuse, mais même sans la religion. Ça, c'est très fort. Les objets, et notamment les œuvres d'art, donc une exposition qui rassemble des œuvres d'art, c'est pareil. Elle montre quelque chose de supérieur. Alors, l'exposition, c'est aussi un sujet. Alors, je vais un petit peu parler de ce qu'on appellerait la genèse du sujet. Et quand je parle de cette genèse, je dis nous, parce que ce travail de commissaire n'est pas fait tout seul, on a ce travail d'équipe, disons. On a suivi ce que j'appelle un fil rouge depuis plusieurs années. Ce fil rouge, c'est le lien entre
la France et la Chine à travers les beaux-arts, ou entre les beaux-arts français et les beaux-arts chinois, et inversement. Alors, par exemple, une photo, un document qui m'a beaucoup longtemps intéressé, mais qui est connu, c'est pour ça que je vous montre, c'est cette fameuse photo de Uri Souch et Albert Bénard. Une photo qui date de 1930 ou 31. Bénard. Alors Bénard n'était pas professeur, il était directeur. Derrière, on a donc Uri Souch, Foulet, Albert Bénard, Jean Huncheux, donc la femme de Uri Souch, qui a d'ailleurs été élève à l'école des Beaux-Arts à un moment, et puis Zhang Xian, qui a été un artiste et également qui fut élève à l'école des Beaux-Arts de Paris. Bon, bref, donc cette image nous parle immédiatement, très fortement, de ce fil rouge, de ce rapport entre la Chine et la France au point de vue des Beaux-Arts. Sauf qu'effectivement, Uri Souch n'a pas étudié, ce qu'on dit, il a fait un voyage. Il n'a pas étudié proprement lui-même. Il a fait son voyage en France. Évidemment, alors là, on a une autre image très forte, Subérong. Alors Subérong à Paris, mais pas avec Albert Bénard, avec des étudiants, enfin avec de jeunes Chinois qui font partie de l'association des artistes chinois en France. Par rapport à notre fil rouge, c'est deux directions différentes. Uri Souch nous indique une direction et Subérong nous indique une autre direction. Subérong, alors je dirais, sincèrement, on a davantage suivi la direction de Subérong, parce que Subérong a véritablement, lui, été étudiant à l'école des Beaux-Arts, il a vraiment compris ce qu'étaient les Beaux-Arts et la doctrine des Beaux-Arts en France. Voilà, donc c'est Subérong qui nous amène le plus loin dans ce fil rouge, qui nous amène à l'école des Beaux-Arts et aux collections de l'école des Beaux-Arts que nous montrons dans l'exposition. Alors ce lien est très profond, alors voilà. Donc déjà, cette fameuse photo de Subérong à l'école des Beaux-Arts, c'est la seule d'ailleurs dont on dispose de lui à l'école des Beaux-Arts, il n'y en a pas d'autre. Elle date de 1933 quand Subérong est revenu en France faire son exposition à Paris. On voit ses professeurs, Flamand, Cormon, Lucien Simon, Dagnan Bouvray et Albert Bénard. Alors évidemment, Subérong était très jaloux, quand il a vu la photo publiée de Uri Souch avec Albert Bénard, il est devenu tout rouge, il était très furieux. Une autre image de Subérong, une autre image du fil rouge dont je vous parle. Là, il est en Chine, à Nankin, et derrière, il y a un petit tableau qu'on retrouve ici, qui est précisément un tableau d'Albert Bénard. Et derrière, il y a son grand tableau qu'il faisait à l'époque, un Tianren Mubaiche, son premier chef-d'œuvre. Alors j'ai mis un exemplaire, la jeunesse, pourquoi? Parce que, et ça c'est la différence avec les Japonais. Alors les Japonais sont arrivés plus tôt, ils ont été très nombreux en France et à Paris, mais la dimension, je dirais, supérieure dans le mouvement des Chinois en France, c'est la dimension idéologique, c'est-à-dire que ce n'est pas le cas des Japonais. Les Chinois sont allés en France étudier les beaux-arts avec un programme. Subérong avait ce programme, et ce programme avait été initié, développé et transmis à ces jeunes artistes chinois partis en France par des réformateurs, des intellectuels. Et le premier d'entre eux, auquel je pense en ce qui concerne Subérong, c'est Tsai Wen-pei. Alors, les Japonais étaient très nombreux à Paris, mais par contre, à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, c'est les Chinois qui étaient les plus nombreux. Et là, on a un graphique qui montre qu'entre les deux guerres, entre 1914 et puis 1950, et spécialement entre les deux guerres, les Chinois ont été très nombreux à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et ce fut même le contingent étranger le plus nombreux, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de Chinois que d'Américains, et même de Japonais. Les Japonais étaient presque absents de l'école des Beaux-Arts à l'époque. Je parle de phénomènes chinois à l'école des Beaux-Arts de Paris, ou même de vagues chinoises à l'école des Beaux-Arts de Paris. C'est pour ça que l'exposition, alors je ne parle pas je dirais de la jeunesse du sujet, je parle de la généalogie de l'exposition. C'est un petit peu différent. Eh bien, voilà. Il y a 4 ans qu'on a ce projet d'exposition La naissance des Beaux-Arts, mais ce projet s'inscrivait par rapport à d'autres expositions qu'on avait fait précédemment. Alors, la première exposition qu'on avait fait à travers ce fil rouge, ce lien entre la Chine et la France, s'appelait Shanghai-Paris. C'est une exposition qui a eu lieu en 2013 au Zhonghua Shugong, donc au China Art Museum. Et cette exposition, notamment, on avait confronté des œuvres françaises et des œuvres chinoises pour des étudiants, enfin pour des artistes chinois qui étaient allés, même après-guerre, après 1945, entre 1900, parce que ce sont des œuvres de Wu Guanzhong, donc on est à la fin des années 40, début des années 50, 1949-1950, donc très tard, ou plus tard, de ce mouvement chinois à l'école des Beaux-Arts. Et donc, voilà, donc c'était Shanghai-Paris, et confronté directement des œuvres françaises avec des œuvres chinoises.
Elle avait réfléchi sur la relation entre Wu Guanzhong et André Lhote, qui était un grand peintre cubiste. Puis on avait aussi réfléchi dans cette exposition à la relation entre Ling Fongmian, qui avait été aussi étudiant à l'école des Beaux-Arts, et puis André Clodo, qui est plus connu, parce qu'il est venu même enseigner les Beaux-Arts en Chine, dans les années 1920 et début des années 30. La deuxième exposition, alors, c'est Un maître et ses maîtres, d'Acheux. Alors là, c'était vraiment une exposition consacrée à la relation entre Subérong et ses maîtres français. Une exposition qui avait eu lieu à Pékin, et puis là aussi au Zhonghua Yishugong, à Shanghai. Alors là, on avait un espace tout à fait immense, je crois qu'on avait 3000 mètres carrés, mais encore avec le souci de toujours mettre en rapport les œuvres françaises et les œuvres chinoises. Là, on a une œuvre d'Albert Bénard, et puis au fond, on reconnaît le Hugon Yishan, la version à lui de Hugon Yishan de Subérong. Donc ça, c'était en 2000, il y a 5 ans, fin 2014, début 2015, à Shanghai. Et puis, troisième étape, 2018, un rêve français, de l'école au salon. Alors là, cette exposition était vraiment consacrée aux beaux-arts français, avec des œuvres de l'école des beaux-arts et des œuvres du Centre national des arts plastiques. On parlait de la France, mais on faisait toujours un lien avec la Chine. Par exemple, cette section, c'était Science et démocratie. On connaissait ici, ça c'est une œuvre de l'école des beaux-arts, la sculpture, le prix de Rome de Landowski, ici. Et derrière, on reconnaît un des très grands tableaux de Daniel Bouvray. Là, évidemment, on parlait déjà de Ingres, un très très grand tableau de Ingres, mais il n'était jamais sorti pratiquement de France, le Jupiter et Tétis. Donc en remontant, c'est-à-dire qu'au fond, en filant la métaphore du cinéma, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans Star Wars, c'est-à-dire que à chaque du XXe siècle, à Subérong encore au XXe siècle, puis une exposition consacrée au XIXe siècle, chaque nouvelle exposition raconte l'histoire qui précède l'exposition d'avant, l'exposition précédente. Au fond, la naissance des Beaux-Arts nous fait remonter justement aux origines. C'est-à-dire qu'après le XIXe siècle, il fallait aller avant, remonter au XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'à l'origine des Beaux-Arts. C'est à boucler la boucle, comme on dit en français, à finir le cycle avec la naissance des Beaux-Arts. Alors, suivre ce fil rouge, faire cette exposition avec, je dirais, cette genèse et cette généalogie, c'est aussi avoir un parti pris. C'est-à-dire qu'il faut prendre position. Toutes ces expositions et toutes celles que nous ferons d'ailleurs à l'avenir, je l'espère, peut-être qu'on tournera, c'est comme la guerre des étoiles, ça ne s'arrêtera jamais, eh bien, toutes ces expositions, ce seront des expositions patrimoniales. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que, par exemple, en aucune manière, on ne mélangera patrimoine et art contemporain. Pour nous, c'est deux choses complètement différentes. Je reviendrai d'ailleurs en conclusion sur les formes de parti pris et les idées, je dirais, générales que peut porter une exposition. Mais une exposition, et s'occuper d'une exposition, c'est aussi avoir une part de rêve. Il faut rêver. Il faut se promener, déambuler, flâner, se perdre. Puis d'un autre côté, avoir des lieux où on revient toujours en permanence. Et pour moi, le lieu où je reviens toujours perpétuellement, c'est Versailles. Il y a des raisons personnelles, parce que j'ai passé mon enfance à Versailles, donc c'est pourquoi je reviens à Versailles, parce que j'ai passé mon enfance. Évidemment, ça tombait bien par rapport au sujet de l'exposition. Versailles et l'exposition, c'est en plein dedans. Penser à Versailles, ça donne aussi une couleur, déjà, à l'exposition et au sujet. L'architecture, les murs, les odeurs, les ciels, la lumière. Par exemple, comment disposer les œuvres sur les murs. C'est pas, on en parlera. Il ne s'agira pas de faire un labyrinthe. À Versailles, ce sont des grandes galeries. Les œuvres sont disposées de part et d'autre. Il y a la musique aussi. La musique, alors évidemment, dans une exposition, il y a les tableaux, et puis des sculptures, et puis il n'y a pas de musique. Mais on aurait pu imaginer la musique. Alors j'aurais pensé évidemment à du son, à Molière et Lully, par exemple, ou encore à la musique de Rameau. Voilà ce à quoi il faut penser. Alors justement, j'ai dans cet ouvrage, qui n'est pas le catalogue de l'exposition, il y a un article qui présente précisément ce rapport entre la musique, le théâtre, le pouvoir, Versailles, et puis les beaux-arts, la peinture et la sculpture. Mais c'est publié par le musée, il n'y a pas que moi. J'avais une autre idée aussi, et j'y ai réfléchi, c'est-à-dire que je me disais, bon, le palais de Versailles et le Louvre. Versailles, le palais de Versailles, le Louvre, Paris. Et je faisais le rapprochement avec la situation entre
la cité interdite, Pékin, et puis l'ancien palais d'été. Parce qu'en tout cas, on ne peut pas comprendre Versailles sans le Louvre, et on ne peut pas comprendre le Louvre sans Versailles. Je m'interrogeais sur la cité interdite et l'ancien palais d'été, qui malheureusement a été détruit. Je m'imaginais qu'est-ce que serait Pékin s'il y avait encore, je sais que c'est un rêve, enfin j'en ai dans le rêve, s'il y avait encore l'ancien palais d'été. Et que serait Paris s'il n'y avait pas Versailles? C'était l'inverse, si Versailles avait été détruit, c'était possible. Les Allemands, par exemple, auraient pu détruire Versailles plusieurs fois. Toujours ce fil rouge avec la Chine, c'est une réflexion permanente. Oui, alors évidemment la lecture, il faut beaucoup lire. Nature morte de livres. Oui, mais en même temps, voilà. Lire quoi? Alors, évidemment, il y a des catalogues, des catalogues d'exposition, des catalogues inspirateurs, notamment, qui inspirent, qui donnent des idées. Notamment, là, un catalogue d'Emmanuel Schwartz, très important, qui est très politique. Et puis un catalogue de Philippe Comard, je parle de gens que vous avez vus, mais que je respecte beaucoup, sur l'anatomie artistique. Ça, c'est vraiment des documents très importants. Il faut lire les catalogues que les expositions que d'autres ont faites, sur des sujets rapprochants ou même différents. Il faut s'occuper de l'actualité aussi, de littérature. Et puis, j'ai lu beaucoup de découvertes Gallimard. J'aime bien cette petite série parce que quand on ne connaît pas très bien un sujet et qu'on a oublié, eh bien, les petites découvertes Gallimard, là, cette petite collection, je crois que ça a été publié en partie en Chine. Ce sont des petits livres pas très grands, j'aurais dû en amener un. Voilà, ça permet de se rafraîchir la mémoire, puis avec des textes intelligents et de belles illustrations. Ça sont des découvertes Gallimard. Et là, sur Indre, David, la Chine et la France. Évidemment, toujours la Révolution française. Et puis peut-être, on pense déjà à l'exposition suivante. Là aussi, c'est tout à fait incroyable. Et quand on fait une exposition, on pense aux expositions précédentes, mais on pense déjà à l'exposition qu'on va faire après. Là, je vous montre quelque chose. Il y a deux noms que vous connaissez, je ne les dis pas, c'est pas la peine. Alors, je parlais des autres expositions. Alors là, par contre, très sérieusement, il faut voir comment les œuvres qu'on veut emprunter ont été montrées dans d'autres expositions. Notamment les œuvres, je parlais des stars, ou des grands, des Robert De Niro de l'exposition, ou des Leonardo DiCaprio de l'exposition. Et bien voilà, là on en a un, on voit un des grands tableaux de l'exposition, le paysage de ruines par Servandoni. C'est comme dans le casting, on va voir les acteurs, on va les voir ailleurs, il faut discuter, vous allez sélectionner, est-ce qu'ils sont libres ou pas, enfin il faut voir comment ils sont présentés. Et là c'était intéressant, alors vous voyez, là, vu la manière dont cette dame est habillée, on n'est pas spécialement en France ni en Chine, c'est une des salles de l'exposition d'ouverture du Louvre à Abu Dhabi. Ça s'appelait D'un Louvre à l'autre. Le nom de l'exposition, c'était D'un Louvre à l'autre. Alors, un autre parti pris d'ailleurs, je disais patrimonial, pas d'art contemporain, ne pas mélanger. C'est la première idée. La deuxième idée, c'est que certes, il faut des chefs-d'œuvre dans une exposition, mais ce n'est pas le but principal. Le but, c'est pas de faire une exposition de chefs-d'œuvre. Ça, c'est un peu le problème, je ne dis pas en Chine spécialement, mais souvent enfin, en Chine, ça arrive souvent, c'est que les musées, ils veulent des chefs-d'œuvre. On veut une exposition de chefs-d'œuvre. Oui, alors le problème, c'est que souvent les expositions de chefs-d'œuvre ne sont pas des expositions intéressantes, parce qu'elles accumulent les chefs-d'œuvre, donc elles ne parlent pas de grand-chose. Chefs-d'œuvre de Picasso, chefs-d'œuvre. Alors les pires, c'est chefs-d'œuvre de l'impressionnisme. C'est ce type de tableau aussi, ces chefs-d'œuvre, m'amène aussi à vous parler des deux principaux types d'œuvres auxquelles on a eu affaire, qu'on a rassemblés dans l'exposition. Je ne vais pas vous montrer les listes, parce qu'évidemment, préparez un prêt, ben voilà. Là, j'ai la liste que j'ai traînée pendant des mois, c'est la même. Voilà. C'est la liste du prêt d'exposition. Voilà. Dans une liste, dans la liste qu'on a faite, il y a deux types principaux d'œuvres qui ont été choisis. Ce sont les morceaux de réception à l'Académie royale et ce qu'on appelle les prix de Rome, enfin les grands prix ou les prix de Rome. Qui sont des œuvres de jeunesse, parce que quand on a le prix de Rome, on est jeune. Puis on a les morceaux de réception à l'Académie. Non, là l'artiste est plus âgé, et c'est quand il rentre à l'Académie royale, il doit laisser un chef-d'œuvre. Il doit donner un chef-d'œuvre à l'Académie royale. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est la force de l'école des beaux-arts. C'est des séries continues de morceaux de réception à l'Académie royale, et des séries continues sur plusieurs décennies, plusieurs siècles de prix de Rome. Alors, tous les morceaux de réception à l'Académie royale et tous les prix de Rome ne sont pas des chefs-d'œuvre, c'est pas ce que je veux dire. Mais leur accumulation, leur présentation simultanée dans une série, montre par contre vraiment quelque chose. Et parmi ces morceaux de réception et ces prix de Rome, il y a néanmoins et toutefois deux grands chefs-d'œuvre. Bon, et le morceau de Cervoni est un chef-d'œuvre. Un morceau de réception. Et c'est là où on comprend que l'école des beaux-arts est très importante dans l'histoire de l'art, en
France, dans l'histoire des Beaux-Arts, parce que c'est un petit peu la source de deux grands fleuves. Alors, le premier fleuve, c'est le Louvre, le deuxième fleuve, c'est Orsay. Mais la source, c'est l'école des Beaux-Arts. On ne peut pas comprendre Orsay et le Louvre sans avoir vu ou compris l'école des Beaux-Arts. Sachant qu'en plus, administrativement, les prix de Rome appartiennent à l'école des Beaux-Arts, et les morceaux de réception, qui sont à l'école des Beaux-Arts, appartiennent au Louvre. Alors là, je vais vous parler d'un problème qu'on a eu, en parlant de casting et d'œuvres très importantes. Comment on est passé pour le titre de l'exposition, de « à la gloire des Beaux-Arts » à la naissance des Beaux-Arts. Oui, au départ, le titre devait être « à la gloire des Beaux-Arts ». Le mot « gloire » paraissait intéressant. Vous savez, la gloire, c'est le sommet. Et puis, il y avait aussi l'idée quand on est à la gloire, forcément, après, il y a le déclin, une espèce de chute. L'épée de Damoclès, quelque chose qui est en gloire, un mot ancien, gloria. Il est à son apogée, comme un soleil, mais il menace toujours de tomber. C'est un peu la vision tragique qu'on peut appliquer à toute chose, aux monarques, aux civilisations, mais aussi à l'art. En tout cas, pourquoi on a vu cette idée de la gloire des Beaux-Arts? Parce qu'on pensait à ce tableau. Le grand Romulus vainqueur d'Acron, le très très grand tableau d'Ingres, qui est à l'école des Beaux-Arts. Tableau d'Ingres, 1811. Alors voilà, et là je félicite les designers de l'exposition, du musée de Shanghai, parce qu'on avait prévu de présenter au musée de Shanghai le grand tableau de Ingres. Oui, ça c'est ce qu'on devait voir dans la salle d'exposition. C'est bien, Une autre vue, on connaît même, voilà, parce que vous savez que ce tableau, en face, et dans l'hémicycle d'honneur à l'école des Beaux-Arts, c'est-à-dire qu'en face du Indre, il y a le grand tableau, la grande fresque de Delaroche. On voulait en fait recréer l'hémicycle d'honneur, la salle où était exposé le tableau d'Indre. Alors évidemment, le tableau, on ne l'a pas eu. Et ça arrive souvent, c'est-à-dire que on prévoit, c'est accepté, et puis il y a un changement de directeur, en l'occurrence, changement de directeur de l'école des Beaux-Arts, et le tableau qu'on nous avait promis, finalement, on ne l'a pas eu. L'autre jour, il y avait un spectateur qui avait dit il faut écrire une lettre au directeur de l'école des Beaux-Arts en disant que 300 personnes, 400 personnes dans la salle veulent voir le tableau d'Indre. Derrière ces 400 personnes, 500 personnes, il y a 20 millions de Shanghaïens, et derrière les 20 millions de Shanghaïens, il y a 1,3 milliard de Chinois qui veulent voir le tableau d'Indre. Alors, on est en train d'écrire la lettre. On espère amener le tableau prochainement. Alors évidemment, comme on n'avait plus ce tableau, qui était espèce d'un point d'aboutissement, mais par contre on en a eu d'autres. Alors ne croyez pas que l'exposition est ratée. L'exposition est réussie parce qu'on n'a pas eu ce tableau, mais on en a eu d'autres. Notamment, on a aussi eu le Houdon, le bronze de Houdon. Peut-être qu'on n'aurait pas eu le bronze de Houdon si on avait eu le grand tableau de pas tout avoir. On n'avait plus ce point d'aboutissement avec le grand Ingres, à la fin, en quelque sorte. Eh bien, toute l'histoire nous ramenait vers le passé, vers les origines, vers la naissance. Alors, on avait fait, voilà. Alors là aussi, sur la manière de faire l'exposition, il faut faire des maquettes. J'avais montré les 3D. Les 3D, c'est très bien. Mais en fait, avant les 3D, il faut faire des vraies maquettes. Au 50e. Un 50e. Je garantis, il n'y a rien de mieux. C'est bien mieux que les 3D pour savoir comment placer les tableaux, à quel endroit, etc. En plus, c'est ludique, donc c'est ludique et efficace. D'ailleurs, on arrive même à faire des photos, on a vraiment l'impression d'être dans l'exposition. Alors ça, c'est l'exposition précédente, parce qu'on l'ait fait pour toute l'exposition Un rêve français, l'exposition sur le 19e siècle, donc c'est une photo prise dans la maquette, mais qui permet de voir comment ça va fonctionner. Alors que là, vous voyez, on avait mis le grand tableau d'Ingres, c'était pour la naissance des Beaux-Arts. Et ça aussi, c'est Ça, c'est Un rêve français. Ça, c'est Un rêve français aussi. Et alors là, le grand tableau d'Ingres. Mais bon, alors évidemment, quand on n'avait plus ce tableau, hop, retour à la page blanche. Que faire? Complètement, mais enfin, il fallait quand même refaire beaucoup de travail. Et c'est là où les livres, vous savez, je vous avais montré une pile de livres, ma nature morte de livres. Eh bien, il faut trouver des clés. Et souvent, les ouvrages qu'on a lus auparavant vous donnent une clé, une solution. Et donc, parmi tous les livres que vous avez montrés, il y a ce livre, c'est ce livre-là qui m'a donné une première clé, qui a permis de commencer à remplir la page blanche. Alors, ce petit livre est intéressant, parce qu'il parle du musée des monuments français. Alors, le musée des monuments français est vraiment une clé pour notre exposition, parce que c'est ce qui va nous donner ce qu'on appelle un point de vue.
là, on arrive, avec des clés comme ça, à comment, je dirais, représenter une idée, comment réellement représenter cette idée dans l'espace de l'exposition. Alors, en deux mots, je rappelle ce que c'est que le musée des monuments français. Le musée des monuments français est un musée qui a été créé pendant la Révolution. 首先，我们解释 1993. En fait, c'est le premier musée national français, d'une certaine manière, avant le Louvre, parce qu'en fait, le Louvre était déjà, même avant la Révolution, devait devenir un musée. Le roi avait lui-même décidé de faire un musée avec sa collection au Louvre. Et le vrai premier musée national, c'est le musée des monuments français. Alexandre Lenoir, qui avait fait ce musée, son objectif c'était quoi? C'était donc récupérer des éléments d'architecture, de sculpture, dans les châteaux, églises, tombeaux des rois ou des nobles qui étaient en train d'être détruits dans la Révolution, et de les ramener, de les exposer dans ces espèces de jardins, voilà, dans son musée des monuments français. Alors, pourquoi je vous parle du musée des monuments français? Parce que je le dis déjà, j'en parlais tout à l'heure, c'est que l'école des beaux-arts et ses collections se sont installées sur le site du musée des monuments français. Et en fait, le plan d'un espace du musée des monuments français, c'est-à-dire le couvent, c'est un site religieux, donc avec cette cour, la cour du Mûrier, qui va être la cour du Mûrier, ces galeries latérales, correspondait déjà parfaitement à la situation qu'on avait dans la salle du musée, la salle vide. Et puis, voilà, parce que la salle d'exposition, on avait un gros problème. Déjà, elle n'est pas très grande, 800 mètres carrés, et les 6 mètres sont très basses, 3 mètres environ, sauf au milieu où elles atteignent 5-6 mètres de haut. Donc on retrouvait une espèce d'homologie, c'est souvent le cas, c'est quelque chose qui vous fait penser à une solution. Et il faut que ça ait un rapport. Évidemment, le musée des monuments français a un rapport avec ce dont on veut parler. Hop, et évidemment, ça colle avec la situation dans le musée. Donc on avait cet espace central, avec naturellement autour duquel il fallait disposer des galeries. C'est ce qu'on a fait. La disposition de la salle aussi faisait quelque chose, enfin, c'était une contrainte, c'est-à-dire que forcément, l'entrée de l'exposition, c'est aussi la sortie. Donc on devait avoir un sas qui puisse exprimer quelque chose. C'est-à-dire que les gens allaient sortir par le même endroit par lequel ils étaient entrés dans l'exposition. Ce qui n'est pas toujours le cas. Dans beaucoup d'expositions, vous rentrez par un endroit et vous sortez à un autre endroit sans repasser par l'entrée. On avait déjà une disposition, comme un temple, un naos au centre, un trésor, là l'endroit où il y a la partie la plus importante, des galeries autour, et puis une circulation qui nous faisait ressortir par l'entrée. Parce qu'encore une fois, la salle, l'exposition précédente, c'était qui était très intéressante d'ailleurs, avec le quai Branly, c'était tout le contraire, c'est-à-dire que l'exposition était en forme de labyrinthe, c'est-à-dire que c'est un peu le danger quand on n'a pas assez de surface, et quand la salle est petite, c'est augmenter la longueur de mur, de 6 mètres, en rajoutant des murs partout. Et on arrive à une espèce de labyrinthe. Donc on avait une disposition en Versailles, et pour l'entrée, il fallait faire quelque chose de différent. Et la solution nous a été aussi donnée par le musée des monuments français. Cet endroit, ce mur, ce qu'on appelle le mur du Louvre. Le mur du Louvre. Il n'est pas au Louvre, il est à l'école des Beaux-Arts. Quand l'école s'est installée sur le site du musée des monuments français, l'architecte Duban a construit de nouveaux bâtiments, dans les jardins, etc. Mais il a conservé tout ce qu'il pouvait de l'ancien musée des monuments français. Alors ça, c'est le mur du Louvre au XIXe siècle. Et on reconnaît 2 sculptures ici. Là. Donc là, on a le mur du Louvre aujourd'hui. Et là, on se dit, qu'est-ce qui manque? Évidemment, il manque les 2 sculptures. Et où sont-elles? Évidemment, parce qu'au XIXe siècle, ça veut dire ces œuvres, donc ces sculptures, toutes ces sculptures, avaient appartenu au musée des monuments français. Et Duban les a remises, les a intégrées dans un mur qu'on appelle le mur du Louvre. Alors, jusqu'à très longtemps, ces œuvres étaient à l'extérieur. C'est-à-dire que les sculptures que vous voyez dans l'exposition, celle-là, pendant des décennies, voire je ne sais pas, 150, elles étaient à l'extérieur. Il pleuvait dessus, il neigeait, après 68. Après 68, elles ont été rentrées. Mais vous voyez bien que tout cet espace à l'entrée, qui est aussi la sortie de l'exposition, c'est une évocation du musée des monuments français, en lui-même. Alors j'en reparlerai, c'est-à-dire que à cette contrainte, je dirais, de circulation pratique, correspond une dimension idéologique. C'est-à-dire en fait, on crée un point de vue. Cette entrée, qui est aussi la sortie, c'est un point de vue sur l'exposition et sur le sujet de l'exposition. Point de vue qui nous place, qui nous met nous-mêmes comme spectateurs au moment de la Révolution en 1789. On a vu des contraintes pratiques. La taille de la salle trop petite, les 6 mètres trop bas, trop hautes, etc. Donc on trouve des solutions. Mais ces solutions ne sont pas que pratiques.
elles sont aussi idéologiques. C'est-à-dire que, en faisant cette circulation, en revenant et en sortant par l'entrée, en parlant du musée des monuments français, on fixe le point de vue du spectateur, et on le fait rentrer et sortir au moment du musée des monuments français. C'est-à-dire pendant la Révolution française. Vous voyez dans la différence, on a fait une couleur très sombre, un peu comme une crypte. Voilà, des pièces des monuments français, sombres, des pièces blanches comme ça. Alors quand on rentre dans les galeries, donc quand on regarde le passé depuis la Révolution, on rentre dans la lumière, dans ce qu'a été l'art des rois, à l'époque, notamment au début avec Louis XIV. Versailles. Là aussi, quand on sort, on revient au musée des monuments français. C'est-à-dire que la dernière œuvre de l'exposition est une image, une peinture qui montre le musée des monuments français. Ça, c'est un tableau de 1814 ou 1815 par Bouton qui montre le musée des monuments français avant sa destruction. C'est-à-dire que la dernière œuvre de notre exposition actuelle précède immédiatement la première œuvre de l'exposition qu'on a fait l'année dernière sur le 19e siècle. C'est comme dans Star Wars. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau d'ailleurs? Donc c'est 1848. Il n'y a plus le musée des monuments français. L'école des beaux-arts a été construite par Duban d'ailleurs, ici, qu'on voit le grand monsieur. À côté de lui, il y a Ingres. Monsieur Charles en a parlé longuement. Mais, derrière, qu'est-ce qu'on voit ici? Le mur du Louvre. Donc, la première œuvre de l'exposition sur le 19e siècle, fait raccord, et je parle encore d'une métaphore de cinéma, ces deux œuvres, la dernière œuvre de l'exposition actuelle, fait raccord avec la première œuvre de l'exposition de l'année dernière sur le 19e siècle. Donc, on a une circulation, là, je vais un peu sérieusement, on a une circulation déterminée par un point de vue vers le passé et vers le futur. Ça, c'est le sens du SAS, de l'évocation du musée des monuments. Point de vue au moment de la Révolution française. Donc à l'entrée de l'exposition, notre regard est orienté vers le passé, vers l'art de l'Ancien Régime. Alors à quoi sert ce musée? Son sens, c'est, en 1780, c'est dire on critique les rois et l'Église, donc là on critique le roi et l'Église, c'est la Révolution, mais on valorise les œuvres d'art et les artistes. C'est ça le sens du musée des monuments français. Mais on valorise les artistes, c'est-à-dire que par contre les artistes ils étaient très bons, et l'art français était très bon. À la sortie, par contre, en sortant, eh bien, on se tourne vers le futur, c'est-à-dire qu'on est à la limite où l'école des beaux-arts de Duban va être créée. Après le classicisme, le rococo, le néoclassicisme, on voit émerger, d'ailleurs à travers le musée des monuments français, c'est intéressant, le romantisme. Parce que le musée des monuments français n'est pas très loin de Victor Hugo et de Notre-Dame de Paris. Le musée des monuments français, c'est déjà une évocation, c'est déjà un lieu qui était romantique, très romantique. Donc avec le romantisme, c'est tout le 19e siècle. Bon, dans cette circulation, après à point de vue, j'ai parlé du point de vue, j'étais un peu long, pardon, c'est pas compliqué, il y a aussi ce qu'on appelle un pivot, un lieu de pivot. Donc, l'exposition, on l'a vu, a une disposition, un centre, des galeries autour, une circulation qui est plus ou moins linéaire, qui suit l'histoire, qui est en fait circulaire, puisqu'on revient, on sort par l'endroit où on est entré, mais en même temps, au milieu, il y a un centre, un pivot. Et donc ça, oui, alors ça, là aussi, je parlais des maquettes. Ça, j'ai eu ça, c'est grand comme... ça doit faire 2 mètres sur 2 mètres, accroché au salon. La maison. En fait, voilà, quand on fait une exposition, on vit tout le temps dans l'exposition. On dort, on se réveille à l'exposition, on mange l'exposition, on dort l'exposition, c'est tout le temps l'exposition. La première chose, quand je me levais le matin, j'allais au salon et j'allais voir... Très utile aussi les photos, j'en parlerai. Quand on fait une exposition, il faut imprimer toutes les œuvres en photo, et on commence, avant même de faire la maquette, on a dû refaire la maquette, donc avant même de refaire une autre maquette, il fallait redisposer les œuvres les unes par rapport aux autres, uniquement avec les photos. Alors c'est là où j'ai une idée géniale, franchement. Pourquoi? Parce que normalement, le houdon est une œuvre anatomique. Donc, en termes de sens, cette œuvre-là devrait être disposée à côté les autres œuvres de la nature. Eh bien non. Je l'ai sorti de là et j'en ai fait le centre de l'exposition. Avec une signification qui devenait très forte par rapport au houdon, et ce qui signifie, on en parlera, face aux ruines de l'Antiquité et devant David, le grand peintre de la Révolution française. Ça fait sens. C'est pas simplement de genre, il n'y a pas la place pour mettre la sculpture, alors je la mets ailleurs. Donc voilà ce qu'on appelle le déroulé ou le
plan d'installation, enfin ce qui commence à être un plan d'installation, donc qu'on a dû refaire. Ça c'est l'ancien, hein, je l'ai mis en gris derrière, celui qu'on a dû refaire. Donc là il y avait le grand tableau de Hague, le Romulus qu'on n'a pas eu, hein, et donc on a dû refaire là aussi toute une circulation, une mise en place des œuvres. Donc l'écorché incarne la Révolution française, voilà, c'est décidé, c'est la Révolution française. C'est l'homme, c'est le citoyen, sans Dieu ni roi, qui mesure toute chose. On revient sur la valeur antique, l'homme mesure toute chose. Et c'est un citoyen. Il ne croit plus en Dieu et il n'est plus dominé par les rois. C'est un citoyen. C'est un homme libre qui mesure le monde. C'est la Révolution française. Donc ça, une fois dit, il y a quand même tout le reste. Il faut quand même parler de tout le reste. Donc, il y a 9 sections dans l'exposition. Je ne vais pas en parler trop longuement, mais il y a 9 sections dans l'exposition. Ça peut paraître beaucoup, a priori. En fait, c'est plus simple. Il y a 3 grandes sections historiques. La première, c'est l'établissement ou les origines de l'Académie royale, de ce qu'on appelle le classicisme français. C'est la première grande partie. La deuxième grande partie historique, c'est le déclin de la peinture d'histoire, donc du classicisme, le rococo qui apparaît. Et en même temps, il y a un revival, c'est-à-dire qu'il y a un retour, à partir de 1750, un retour à la peinture d'histoire. Ça commence à sentir David. Et puis, la Révolution arrive, justement, David, le grand peintre de la Révolution, qui ouvre sur le 19e siècle. Et les élèves de David, et notamment Ingres. Donc Ingres annonce le romantisme. On arrive dans le 19e siècle. Ingres, il est mort en 1865. Et puis après, donc en dehors de de cette circulation historique, on avait des thèmes, c'est-à-dire un certain nombre de thèmes, un ensemble thématique, avec l'anatomie artistique, ça, là, le Houdon aussi, le retour à l'Antiquité, l'archéologie, les rues, qui débouche sur la formule néoclassique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le corps et l'Antiquité, revisité, c'est le néoclassicisme. Évidemment, on tombe sur David, et puis à travers les personnalités de Ingres et David, il y a aussi une thématique sur qu'est-ce que deviennent les artistes, comment évolue la personnalité des artistes au cours de la période. Donc on a des artistes très libérés des corporations au début, très soumis au roi, après, et puis finalement des artistes libérés, je dirais, dont la personnalité individuelle s'exprime en tant que doctrine, la doctrine individuelle au XIXe siècle. Bon, alors là, regarde, il a fallu remplir la page blanche, puis refaire les maquettes, enfin les 3D, les maquettes, etc. Et finalement, enfin, la construction. Alors les couleurs, je pas les couleurs. Pas de rouge. Pourquoi c'était rouge là? Parce que je trouvais ça bien, mais je dis non, le rouge. Toutes les expositions sont rouges en Chine. Moi, j'aime bien rouge, pas trop. Alors justement, je parlais de couleurs, justement. On parle de rouge. Le nombre de questions inutiles ou plus ou moins utiles qu'on se pose. J'en ris. J'en ai pleuré beaucoup, mais j'en ris maintenant. Donc, la couleur de la moquette. J'ai subi un échec. J'ai vraiment échoué sur la moquette. J'ai un échec. Oui, j'ai un échec. J'ai échoué en tant que commissaire sur la question de la moquette. Alors, c'est pas la couleur de la moquette. C'est l'orientation. Oui, parce que quand maintenant vous allez dans l'exposition, la salle centrale, la moquette, elle est toute droite. Vous voyez, c'est comme un quadrillage, comme ça. C'est un peu hall de banque. C'est comme une banque. Non, moi, je voulais que la moquette, elle soit de travers. Vous voyez, c'est complètement idiot. On s'imagine que c'est très important. Ça aurait été mieux. Enfin, j'ai pleuré. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à faire changer. Mais parce que ça aurait créé un mouvement. Bon, plus important, le catalogue. Voilà le catalogue. C'est comme ça qu'on réfléchit au catalogue, à la couverture. On en a assemblé un, j'en ai fait plein, alors on choisissait. Je ne vous parle pas du reste du catalogue, parce que je pourrais faire une autre conférence uniquement sur les questions du catalogue. C'est un cauchemar, le catalogue. C'est très bien. Le catalogue est autant de travail que l'exposition elle-même. L'exposition n'ont pas de catalogue. Les gens n'y arrivent pas à faire à la fois l'exposition et le catalogue. Sauf que le catalogue est très réussi. Au moins, on a beaucoup souffert, mais c'est un catalogue, c'est probablement le meilleur qui se... C'est le meilleur catalogue que le musée de Shanghai ait fait depuis des années pour des expositions étrangères. L'invitation, là aussi, il fallait trouver une œuvre, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas l'œuvre la plus importante, mais elle symbolise l'exposition. Torse de 1788, c'est la lumière de la Révolution, c'est la lumière des Lumières. L'exposition est résumée dans une image. Autre anecdote, alors là aussi, il y a un moment, c'est une des questions, quand est-ce qu'on sait qu'on a réussi ou qu'on a échoué? On ne parle pas de la moquette, c'est quelque chose de plus important. Voilà, alors,
Parce que jusqu'à la fin, on ne sait pas si c'est réussi ou ça va marcher. Et j'ai compris qu'on avait réussi quand on avait d'abord posé à l'entrée Agnès Sorel et qu'on avait mis au fond le Poussin et encore au fond, dans l'autre galerie, le Fragonard. À l'époque, au début, il n'y avait pas les jaquets. Mais quand j'ai vu ces trois œuvres alignées en perspective, j'ai dit c'est bon, on a réussi, ça marche. C'était la moitié de l'exposition. Les origines, le classique Poussin, et puis la contestation, le Fragonard qui annonce le rococo, le XVIIIe siècle. Donc, tout ça aligné, ça marche. Alors les grands moments aussi, les grands tableaux, j'insiste pas, parce que bon, accrocher le grand David, accrocher le grand serment de Dieu. Mais je reviens justement sur le pivot. Bon, c'est pas pour montrer, c'est moi et M. Schwarz, quand on était jeunes. C'est à l'école des Beaux-Arts. Donc on voit l'échelle, et donc on voit derrière le Houdon. Et le lieu où en fait est conservé le Houdon à l'école des Beaux-Arts, ça s'appelle la galerie Huguet. La galerie Huguet, c'est la galerie d'anatomie de l'école des Beaux-Arts. Alors c'est un endroit pas très grand, assez petit, alors très sombre, chargé alors de cadavres, de morceaux de têtes coupées, de foetus dans des bocaux, de têtes de Descartes découpées, et puis au milieu, quelque part, il y a le Houdon, un peu perdu. Donc on ne se rend pas compte, il est perdu, c'est un petit peu la Night in Museum, là, vous savez, il y a les animaux qui se réveillent, il est un peu perdu là-dedans, comme les autres. Or, un des moments magiques, c'est quand on a sorti le Houdon de sa caisse. Voilà. On était tous, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce Robocop? Avec Guillaume, donc, qui est Guillaume 先生, indispensable pour l'installation. Et on voyait sa main, on voyait les autres. Il prenait c'est comme un géant, c'est comme si on faisait sortir un géant et qu'on allait installer un géant au milieu de l'exposition. Magnifique. Alors justement, il fallait arriver à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il fallait aligner. Et là, on voit le buste de Rousseau. Rousseau, c'est aussi la Révolution. Et c'est un buste par Houdon, encore. Donc il fallait mettre Houdon Rousseau avec l'écorché de Houdon et le torse de Ingres. C'est-à-dire qu'il fallait aligner tout ça. Donc c'était Houdon Rousseau, son écorché, regardant le passé. Parce qu'au fond, on a ici un grand tableau de Regnault qui est un tableau religieux, mais qui n'est en fait pas un tableau religieux, qui est un torse, mais qui montre un saint. Et donc l'écorché, par contre, regarde vers l'avenir. Il est tourné vers Ingres, David, et puis le 19e siècle. La question, ça a été comment tourner? Dans quel sens? On a décidé de le tourner vers l'avenir. Bon, j'insiste pas. Ah si, c'était marrant aussi. Il fallait que le buste de Hubert Robert regarde son œuvre. C'est pour ça qu'on avait fait des trous dans les murs, aussi pour éviter que tout soit trop cloisonné, mais que dès le départ, donc dès l'époque des rois, toujours avec cette idée de la Révolution, on voit déjà la Révolution elle-même, incarnée par le Houdon, et qu'à un moment, voilà, que à travers ces trous et ces ouvertures, par exemple, Hubert Robert voit son œuvre également, soit associée à l'œuvre, au tableau. Imaginez qu'il n'y avait pas d'ouverture, on aurait dû mettre Hubert Robert de l'autre côté avec les autres, ça aurait été bête. Si on n'avait pas fait d'ouverture ici, c'est-à-dire qu'on aurait eu les rois, ah super, les rois et tout, c'est génial, Versailles. Et puis d'un seul coup, on tombe dans la Révolution. Ah mince, vous voyez, on tombe dans un trou. Non, le centre, c'est pas un trou, c'est un pivot. Donc, dès le départ, dès l'entrée dans l'histoire par le Musée des Monuments Français, il fallait déjà qu'on puisse voir le pivot, la Révolution française avec le Houdon. C'était ça l'idée. Alors pour finir, je vais revenir, c'est ramener la deuxième grande idée. La grande idée, c'est, on a parlé de, peu importe, j'ai oublié, mais une idée qui s'est imposée aussi en faisant l'exposition, et qui devient maintenant très importante pour nous, c'est de dire que, notamment par rapport au public, l'exposition est un succès. Bon, c'est une photo que j'aime beaucoup, on voit les enfants en train de regarder le écorché. C'est que ce qu'on voit, ce que nous voyons, ce que nous montrons, que vous voyez dans l'exposition, c'est précisément les œuvres que les artistes chinois ont vues quand ils ont étudié à l'école des Beaux-Arts à Paris, notamment sur Béron. C'est-à-dire qu'en tant que public, vous retrouvez, vous, maintenant, jeunes chinois, la même émotion que les étudiants chinois quand ils étaient à l'école des Beaux-Arts au siècle dernier. Le fil rouge. Alors évidemment, le Ingres de Shanghai. Alors là, je pourrais faire là aussi une conférence que sur le Ingres de Shanghai, donc j'en parlerai pas spécialement.
Et ce dessin d'Inde n'appartient pas à l'école des beaux-arts, il appartient au musée de Shanghai. Et c'est un dessin d'Inde qui a été acheté par Suberon, qui a été acquis par les Chinois dans les années 20 et ramené en Chine. Voilà. C'est aussi un lien entre la Chine, la France et l'exposition. Alors, quand on dit que les étudiants chinois ont vu les œuvres exposées à l'école, c'est vrai, je vous prouve. Hein. Donc là, c'est des vues de l'école des Beaux-Arts, parce que l'école était un musée c'était un musée qui était devenu une école. Enfin, c'était en même temps. D'ailleurs, on voit, là, dans cette photo du 19e siècle, on voit des œuvres qui sont exposées dans l'exposition. Il y a le et puis du sculpteur. Ces deux tableaux sont dans l'exposition. Et puis là, c'est une photo actuelle que j'ai prise quand j'étais à l'école. Voilà, on va à la bibliothèque, puis il y a par exemple le tableau de Bachelier. C'est exactement c'est ce que voyaient les étudiants chinois à l'école quand ils étaient étudiants. Alors pour nous replonger, nous maintenant aujourd'hui, dans leur époque, je vais vous montrer un petit extrait de film, pour finir. Un film qui date de 1942 ou 43, qui s'appelle Rue Bonaparte, et qui montre l'école des Beaux-Arts, à peu de choses près, telle que les étudiants chinois l'ont vu au début du XXe siècle. Je ne vais pas commenter, je vais vous laisser regarder avec le son, etc. Il y a le son, je crois. Et donc, vous verrez, il y a l'entrée de l'école, la rue Bonaparte, l'entrée de l'école, les étudiants, l'hémicycle d'honneur. Alors, on ne voit pas le Inde, mais on voit le de la Roche, le prix de Rome, le mur du Louvre, je crois qu'on le voit. Et puis on voit, vous allez voir, à un moment, c'est toutes ces salles et ces murs couverts de tableaux. Les prix de Rome, les machins. Et vous allez reconnaître les tableaux qui ont été exposés dans les expositions précédentes ou dans l'exposition actuelle. Et c'est ça que les Chinois avaient sous les yeux, les élèves chinois à l'école des Beaux-Arts. Tournez-vous, monsieur. Rue Bonaparte. Quel genre de film? Un simple reportage, madame. Non, et tout le monde est prêt, le son. Ouais, le dégagez, s'il vous plaît, monsieur, dame, un petit peu à droite et à gauche. En partant du quai Malaquais, nous trouvons tout d'abord un bureau de tabac. C'est banal, direz-vous. Pas si banal que ça, puisqu'il renferme une exposition de tableaux. Il faut être dans le quartier des Beaux-Arts pour voir ça, en effet. Tout de suite, nous voyons des marchands de tableaux et des antiquaires. Et cette boutique rattache galamment le souvenir de la belle Joséphine de Beauharnais à celui de Bonaparte. Nous voici devant l'École nationale des beaux-arts, autrefois le musée des monuments français qui permit à Lenoir de sauver des chefs-d'œuvre pendant la Révolution. À l'origine, sur cet emplacement se trouvait le couvent des Petits Augustins, fondé par Marguerite de Valois, la reine Margot. Jardins, galeries, statues, tout contribue à créer une atmosphère exceptionnelle. Les chefs-d'œuvre classiques se rencontrent à chaque pas. Voici la reproduction du Colleone de Venise. Et derrière lui, l'inoubliable fresque du Vatican, le Jugement dernier. Le cycle des études commence par le dessin dans la grande salle des Antiques, où sont réunis des moulages des œuvres les plus célèbres de Grèce et d'Italie. On y travaille sous l'aile de la victoire de Samothrace. Quand ils savent suffisamment dessiner, les élèves s'orientent vers la peinture, la sculpture ou l'architecture. Nous sommes dans l'un des ateliers de peinture. On y travaille lorsqu'on a été reçu au concours annuel d'admission. Il y en a 5 semblables. On compte en temps ordinaire 600 peintres. La fresque, étudiée ici, est l'un des procédés les plus nécessaires à connaître pour ceux qui ont fait grandes compositions. Les sculpteurs font du modelage tantôt d'après statue, tantôt d'après nature. Ils sont 300 environ, répartis en 4 ateliers. Les études en argile ne suffisent pas pour faire un sculpteur. C'est pourquoi les jeunes artistes viennent à l'atelier de travaux pratiques où ils s'attaquent au marbre et à la pierre, et d'une façon générale, à toutes les matières de réalisation définitive.
Enfin, nous voici dans l'un des nombreux ateliers d'architectes. Les architectes forment la section de très loin la plus importante. On en compte en général 1 millier. Ils travaillent beaucoup en commun, les nouveaux aidant les anciens conseillant les nouveaux avec la plus parfaite camaraderie. Et tous les élèves, qu'ils soient peintres, sculpteurs ou architectes, ont une profonde vénération pour les maîtres qui les dirigent et qu'ils appellent leurs patrons. Ainsi s'est créé l'esprit de l'école, qui fait de l'école des beaux-arts peut-être la première école du monde. Dans l'amphithéâtre, la célèbre fresque de Paul Delaroche évoque les grandes écoles d'artistes. Parmi les 70 personnages représentés, on peut reconnaître Véronèse, Murillo, Le Titien, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Van Dyck, Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange et bien d'autres encore. Ici va se dérouler une cérémonie bien simple, mais qui, dans un tel cadre, ne manque pas d'une certaine solennité. Les 10 jeunes concurrents, choisis après des épreuves éliminatoires, vont recevoir du directeur le sujet à traiter pour le Grand Prix que l'on appelait autrefois Grand Prix de Rome. Mes amis, voici le sujet du concours de cette année. La France au travail. Personne n'a d'objection à présenter? Bien. N'oubliez pas de rester dans les proportions réglementaires et que vos esquisses ne soient pas trop sommaires. Alors, mes amis, bonne chance et que le meilleur gagne. Et les jeunes artistes s'en vont en loge. La gaieté conserve ses droits, mais ils ne peuvent s'interdire toute émotion en songeant au titre envié qui couronne cette grande épreuve. En loge, concurrents et concurrentes préparent dans l'isolement et le secret le plus absolu une première esquisse indiquant la façon dont ils traiteront le sujet. Cette esquisse, placée sous verre, est scellée dans un cadre. Dès lors, tout en continuant à travailler en loge, les concurrents peuvent aller et venir en liberté. L'œuvre qui obtient le Grand Prix devient propriété de l'État. Et en regardant cette magnifique collection, on peut suivre l'évolution de la peinture. On y trouve, à côté d'Ingres et de Fragonard, depuis 1695 jusqu'à nos jours, la plupart des grands maîtres qui ont contribué à maintenir très haut le renom de l'école française. Pas commenter le film, mais c'est marrant parce qu'à la fin, il montre les tableaux, les prix de Rome les plus récents. Hein. Quand on parle de chef-d'œuvre, il ne montre pas les tableaux les plus anciens. Parce que ces tableaux étaient probablement approchés du haut. Voilà, alors je voulais finir sur une image un petit peu, là aussi, un peu nostalgique. Hein. C'est une vue du ciel de Paris. Là, ce sont les 3 grandes verrières, les 3 ateliers de peinture de l'école des Beaux-Arts, hein, dans l'hôtel de Chine. Voilà, en conclusion, hein, je vais finir parce que j'en ai presque, ça fait 2 heures, j'étais un peu long. 2-3 idées. Hein. Ce qui est intéressant quand on fait une exposition sur le patrimoine, hein, c'est au fond que, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, être ému par les mêmes œuvres qui ont ému ceux qui ont vécu il y a 200 ans ou 300 ans, eh bien c'est quand même quelque chose. Hein, ça nous rapproche et ça fait ce que c'est-à-dire on fait civilisation. Alors quand ces œuvres en plus viennent d'une autre civilisation, c'est-à-dire que nous sommes en Chine et ces œuvres sont de la civilisation française. Là aussi, s'émouvoir d'œuvres d'une autre civilisation, c'est aussi quelque chose. En quoi on est commun, en quoi on se ressemble, en quoi on est différent. Franchement, on a beaucoup de choses en commun. 3e idée, et là c'est pas que du pas. Le danger pour l'art, c'est pas le passé. Le danger pour l'art, c'est la mode. C'est pas là, c'est le danger dans le passé. S'intéresser au passé dans l'art, c'est pas un danger. Ce qui est dangereux pour l'art, c'est la mode, c'est suivre la mode. La mode, c'est quand un artiste à 20 ans suit la mode, il sera jamais un bon artiste. Qu'est-ce que c'est la mode en art aujourd'hui? Rien. Chacun son opinion.
vous, hein, quelle sera la prochaine page blanche à remplir? Je ne sais pas, vous ai donné une piste, peut-être Ingres, Picasso et la Chine. Je vous remercie. 谢谢大家，谢谢啊，时间比较长， Merci à vous. Hein, merci. 感谢大家，感谢大家。